Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Et bienvenue à vous pour la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le chef de file des Républicains au Parlement européen et vice-président exécutif des LR. Beaucoup de sujets au menu de cet entretien et tout d'abord une quinzaine de dirigeants alliés de l'Ukraine réunis donc hier après-midi à Londres pour imaginer un plan pour réarmer l'Europe. Alors on a eu François-Xavier Bellamy des images, des accolades avec M. Zelensky pour marquer aussi la différence avec ce qui s'est passé entre lui et Donald Trump. Et au final, si vous deviez résumer ce matin à nos auditeurs et téléspectateurs ce qui s'est passé, au final, qu'est-ce qu'on a obtenu? Que diriez-vous? Alors, pour l'instant, rien n'a été obtenu. Et la vérité, c'est que les pays européens sont aujourd'hui en train de toucher du doigt la réalité des conséquences de leur déclin, de leur décrochage. Et c'est à ces conséquences qu'il va falloir maintenant apporter une réponse. Et ça va prendre du temps. Et tout le monde le sait très bien. Conséquence de notre désarmement, parce que pendant longtemps, la France fait un peu exception, même si son armée ne pourrait pas aujourd'hui, malgré le dévouement de ses soldats, affronter un conflit de haute intensité. La France a malgré tout fait l'effort de préserver une armée d'intervention, une dissuasion nucléaire. La plupart des autres pays européens se sont massivement réfugiés dans le confort que leur offrait la protection des États-Unis et ils n'ont pas payé le prix de leur propre sécurité. Et donc aujourd'hui, nous touchons du doigt le fait que, malgré toutes les bonnes intentions et toutes les belles déclarations, les Européens seraient incapables, par exemple, d'assumer seuls le soutien à l'Ukraine attaquée par la Russie. Donc, la réalité, c'est que aujourd'hui, les pays européens vivent le grand basculement du monde que représente le changement de cap profond des États-Unis d'Amérique. Et c'est à ce basculement du monde que nous allons devoir apporter une réponse. Et la vraie réponse, elle est dans nos mains. Elle consiste d'abord à reconstruire nos pays. Vous l'avez dit, quelque part, le parapluie américain prend l'eau. Et pour penser le réveil européen, Emmanuel Macron veut rouvrir le débat toujours explosif sur la dissuasion nucléaire, puisqu'il a suscité, vous le savez, de nombreuses critiques, du Rassemblement national notamment. Le président a précisé dans le Figaro qu'il s'agissait de dissuasion nucléaire élargie et non partagée. Encore ce matin, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella a dit que partager le bouton nucléaire serait une trahison. Est-ce que vous partagez son analyse, son avis? Soyons très clairs. On peut partager la protection qu'apporte la dissuasion nucléaire. On ne peut évidemment pas partager la décision. C'est impossible. La protection, elle est déjà aujourd'hui, d'une certaine manière, au bénéfice des Européens. Dès 1964, dès la première doctrine nucléaire, le général de Gaulle disait que si la République fédérale d'Allemagne, si le Benelux était attaqué, la France devrait considérer que ses intérêts vitaux sont engagés. On voit bien que nous ne sommes pas une île, nous sommes sur un continent. Cette réalité géographique, cette réalité historique, la réalité d'une civilisation commune fait que, bien sûr, notre effort pour nous défendre, il est d'une certaine manière étendu aux pays qui nous entourent. Maintenant, la décision, elle est et elle doit rester française. C'est une question de souveraineté plus que d'abord parce que naturelle. C'est la souveraineté stratégique de notre pays, c'est le cœur de la souveraineté. Deuxièmement parce que c'est l'effort des Français, c'est l'investissement de la France. Oui, j'allais vous demander quel est l'intérêt des Français dans tout cela. Si on devait je crois qu'il faut d'abord défendre l'intérêt que notre pays a d'assumer cette souveraineté. Et puis troisièmement parce que c'est l'efficacité de la dissuasion. La dissuasion, elle repose sur le fait que très rapidement, si une menace massive devait être engagée contre notre pays, contre ses intérêts vitaux, au sens élargi de ce terme aussi contre l'Europe, alors la décision doit pouvoir être prise très rapidement. Or, vous le voyez bien, je le vois tous les jours au Parlement européen, la décision européenne, et pour des raisons tout à fait normales, elle n'est pas rapide, parce que les souverainetés de nos pays, il faut qu'elles soient d'abord accordées pour pouvoir s'engager ensemble. Alors qui décide justement? Madame Ursula von der Leyen a décliné une sorte de plan pour une économie de guerre, comme on dit, et a réaffirmé la nécessité d'aider massivement l'Ukraine. On va en parler, mais tout d'abord, est-ce que ce sont ses prérogatives? Est-ce que c'est de sa compétence? Qui parle aujourd'hui en notre nom, en réalité, pour des choses qui nous engagent autant? Ce sont les États européens d'abord qui vont se réunir jeudi et qui doivent décider ensemble de la voie dans laquelle ils veulent s'engager. Et l'Europe n'est pas la fin de la souveraineté des États. L'Europe, c'est ce qui, je le crois profondément, doit servir à rendre nos États plus souverains, plus capables de maîtriser leur destin. Ensuite, la Commission, elle est chargée par les États membres de mettre en œuvre la décision qu'ils ont prise. Moi, je voudrais dire simplement une chose qui me paraît essentielle. Je reviens de Washington, j'ai passé la semaine dernière à échanger avec tous ceux qui aujourd'hui sont en train de vivre le renversement politique qui se joue aux États-Unis. Les États-Unis, et nous ne sommes pas là pour les juger, c'est une grande démocratie, ils ont décidé que désormais l'Europe allait devoir se débrouiller seule parce qu'ils en avaient assez de payer pour elle sa propre sécurité.
Il faut donc que l'Europe sorte absolument de sa torpeur. Et nous sommes en train de toucher du doigt les conséquences de ce que j'ai dénoncé pendant les 5 dernières années. Le décrochage militaire, on en parlait, mais aussi le décrochage économique, le décrochage industriel. Il y a une urgence vitale à sortir du déclin. Monsieur Bellamy, comment financer notre immense effort de réarmement? Parce que ce qui est en train de se passer un petit peu quand même, c'est que les peuples sont tenus à l'écart des grandes décisions. Les parlementaires français vont débattre sans vote. Est-ce qu'on peut nous dire clairement combien tout cela va nous engager et nous coûter dans les prochaines années, et si nous en avons encore les moyens? Non, mais évidemment que les peuples vont être associés, que les parlements nationaux vont devoir financer l'effort de défense que feront désormais nos pays. Évidemment, le Parlement européen va aussi débattre et nous serons en première ligne pour veiller à la protection des intérêts stratégiques de notre pays et du continent européen. Mais je le redis, le sujet n'est pas seulement la question de la sécurité. L'effondrement de notre industrie qui est aujourd'hui le risque que nous avons sous nos yeux serait une menace vitale pour la souveraineté de nos pays. Donc industrie, défense... Notre économie, notre agriculture, tout cela, c'est désormais d'une manière stratégique qu'il faut le regarder. Là, c'est un reset. Enfin, il faut tout reprendre à zéro. Comment on fait face à des États mais c'est ce que j'ai proposé pendant toute la campagne. La Chine, la Russie, les États-Unis. Vous êtes le rapporteur du programme européen, Monsieur Bellamy. C'est très important pour l'industrie de la défense. Une question très concrète. Quand on sait que certains pays européens ont préféré acheter, notamment américains, des avions de guerre. Alors, comment on peut parler de défense européenne dans un tel cas? C'est mon combat au Parlement européen sur ce texte très important. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin, le combat que je menais un peu dans le désert au Parlement européen il y a encore quelques semaines et même quelques jours, aujourd'hui, il prend tout son sens. Notre devoir, c'est de faire en sorte que quand les Européens vont ensemble mettre des moyens pour renforcer la défense de leur pays, ils doivent le faire en investissant dans des industries européennes. Est-ce qu'il faudrait faire la préférence européenne? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est déjà en train de se réaliser. La Commission, heureusement, les choses bougent et les combats, on les gagne petit à petit. La Commission a présenté il y a quelques jours un plan qui, pour la première fois dans les marchés publics de nos pays, autorise la préférence européenne. Ce qui, d'une manière incroyable, était interdit jusque-là. Il faut maintenant déjà l'autoriser sur les marchés publics en général, c'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, quand vous étiez un pays européen, vous n'aviez pas le droit. Reconnaissons qu'on vient de loin quand même. Oui, on vient de très loin. Mais bien sûr qu'on vient de très loin. Mais encore une fois, pendant 5 ans, dans le dernier mandat, je me suis battu dans le désert avec ma délégation sur ce sujet. La Commission n'a-t-elle pas joué contre nos intérêts parfois? Elle a joué avec la logique qui était jusque-là celle des pays européens. C'est pas la Commission, c'est les pays européens qui, sur la question de la défense, avaient décidé que c'était quand même plus confortable de se laisser protéger par le parapluie américain, que c'était plus confortable de devenir des vassaux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un vassal? On paye le tribut au suzerain. Et qu'est-ce que c'était le tribut? C'était d'acheter des armes américaines. On n'achetait pas des armes américaines parce qu'elles étaient d'une certaine manière nécessairement compétitifs par rapport aux nôtres. On les achetait. Les pays européens, dans leur grande majorité, achetaient américains parce que c'était la condition pour être protégés en échange par les Américains. Vous parlez de vassal, justement, en un mot, Trump, parce que c'est l'homme du nouvel ordre mondial, ou comme certains le disent, l'homme de Moscou. Trump, c'est, et c'est ce que j'ai touché du doigt toute cette semaine à Washington, Trump, c'est le président des États-Unis et c'est l'expression de la volonté d'une majorité des Américains. Les Américains, aujourd'hui, ne veulent plus... C'est le peuple qui lui a demandé le désengagement par rapport à l'Europe. Vous dites c'est sa feuille de route. Ils considèrent que pendant longtemps, et on ne peut que leur reconnaître d'une certaine manière qu'ils ont raison, ils l'ont voulu aussi, mais en tous les cas, ils considèrent que pendant longtemps, les Européens n'ont pas assez assumé l'effort de se défendre par eux-mêmes, qu'on ne pouvait pas demander... nous, 500 millions d'Européens, à 300 millions d'Américains, de nous défendre des menaces qui pouvaient toucher notre continent tout entier. Et donc, ils ont décidé de dire aux Européens, débrouillez-vous. Et je crois qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est de prendre la mesure de ce moment de l'histoire. Nous ne sommes pas en train de vivre un moment ordinaire, on est en train de vivre un renversement. Et si on n'y prend pas garde, encore une fois, ce renversement, si on ne se relève pas de notre torpeur, si on ne se réveille pas, ce renversement signifiera le décrochage de l'Europe et le fait que nous deviendrons des pays satellites qui perdent la maîtrise de notre destin. J'ai fait toute ma campagne européenne sur ce sujet, retrouver la maîtrise de notre destin. Et aujourd'hui, cette intuition, elle est d'une actualité extraordinaire. Ça vaut aussi pour l'Algérie notamment. Et Emmanuel Macron a désavoué, en tous les cas dans les mots, tels qu'il l'a dit, le Premier ministre François Bayrou et donc le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau au sujet d'un sujet important, l'Algérie et du bras de fer
que nous devions mener avec le régime. Le président a rejeté toute rupture unilatérale, privilégiant donc la voie diplomatique par rapport au fameux accord dérogatoire de 68. Comment vous expliquez cela ? Écoutez, c'est une manière de montrer que si nous sommes rentrés au gouvernement, ce n'est pas pour soutenir Emmanuel Macron et sa ligne, mais c'est pour tenter de faire au mieux dans le contexte politique actuel en préparant une alternance. C'est vraiment possible d'être aux responsabilités avec Emmanuel Macron au pouvoir sans abdiquer ses convictions ? Mais bien sûr, et d'ailleurs, qui a abdiqué ses convictions ? Je dis, Bruno Retailleau dit, toute notre famille politique dit qu'il faudra dénoncer les accords de 68. Les députés LR ont porté une proposition de loi il y a des mois maintenant sur ce sujet, avant même que nous ne rejoignions le gouvernement. Notre ligne n'a pas changé et elle ne variera pas. Et moi, je ne comprends pas que le président de la République ne voit pas. Il dit, n'a pas de sens, ça n'aurait pas de sens de dénoncer de manière unilatérale les accords de 68. Ça n'a pas de sens de ne pas les dénoncer. Quand l'Algérie, le régime algérien plutôt, a du sang sur les mains, parce que c'est à cause du régime algérien qui refuse de reprendre ses ressortissants que des citoyens sont morts sur le sol français, à Mulhouse, il y a quelques jours de cela. C'est à cause du refus de l'Algérie de coopérer sur les questions migratoires que notre pays est aujourd'hui vulnérable face aux risques terroristes. Et donc notre devoir, sur les mains bien sûr, notre devoir, c'est de réagir à cela et de réagir maintenant. Et moi, je suis fier que Bruno Retailleau porte ce débat. Sans lui, ce débat n'aurait jamais été ouvert. Quel résultat ? Et d'abord, le premier résultat, c'est que vous avez le Premier ministre aujourd'hui qui, sans être de notre famille politique, a assumé qu'il allait remettre en question tous les accords bilatéraux avec lesquels nous sommes engagés aujourd'hui avec l'Algérie à horizon d'un mois. Donc je crois qu'on n'aurait pas pu espérer qu'une telle détermination se produise au sommet de l'État sans cette pression mise par le ministre de l'Intérieur. Dire autrement la question, vous soutenez Bruno Retailleau dans la campagne pour la présidence LR. Certains disent que c'est un moment de vérité pour Bruno Retailleau, justement, que s'il n'a plus les moyens de ses ambitions, il faut acter de la rupture et partir du gouvernement. Mais moi, je suis heureux que Bruno Retailleau soit au ministère de l'Intérieur pour porter ces sujets-là. Parce que s'il n'était pas là, que se passerait-il ? Vous avez entendu les gouvernements macronistes qui se sont succédés mettre en cause l'Algérie et son refus de coopérer sur les sujets migratoires. Au contraire, tout ce qui se faisait ces dernières années, c'était d'essayer d'offrir des gages. Oui, il a fallu quand même beaucoup de temps et il a fallu surtout qu'il ait quitté le pouvoir depuis très longtemps pour dire ce que nous disons aujourd'hui depuis toujours. Moi, vous savez, il y a un moment déterminant pour moi dans la campagne qu'a menée Emmanuel Macron en 2017 qui fait que je me suis dit que je ne pourrais jamais être macroniste, c'est quand le président de la République ou celui qui allait le devenir a parlé des crimes contre l'humanité que la France aurait commis en Algérie. Ce pari sur le rapprochement avec l'Algérie, au mépris de la vérité historique, au mépris de la protection de notre avenir et de notre unité nationale, cela me paraissait le pari le plus dangereux dans un gouvernement avec Emmanuel Macron au pouvoir. Mais on n'est pas au gouvernement avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est président de la République, il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de majorité. Et nous faisons ce que nous pouvons dans la situation actuelle pour que les mois qui viennent soient utiles à la France. Ce débat, il est déjà utile à la France en préparant une alternance. Parce qu'il n'y a que cette alternance qui pourra rendre aux Français l'espérance dont ils ont besoin. Le ministre de l'Intérieur, en tous les cas, François-Xavier Bellamy, qui ne laisse rien passer, comme il l'a souvent rappelé, et qui a saisi la justice pour apologie de terrorisme après les énièmes propos de l'eurodéputée LFI Rima Hassan, légitimant le Hamas. Vous-même aviez porté plainte contre elle pour menace de mort. Je rappelle qu'elle avait écrit ceci à votre sujet, je cite, « Pour le moment, François-Xavier Bellamy et ses petits copains proches du régime génocidaire israélien dorment bien la nuit. Ça ne va pas durer. » Est-ce que il y a une enquête, donc j'imagine qu'il y a certaines choses qui restent, qui sont à mener dans le secret ou dans l'ombre, mais où en est justement cette enquête et la justice à ce sujet, au sujet de ces menaces ? Je sais que cette enquête avance. J'ai été auditionné par les forces de police. Je sais qu'ils mènent l'enquête avec beaucoup de sérieux parce que le sujet est grave. Je n'aurais jamais pensé porter plainte contre une collègue parlementaire parce que pour moi, la politique, ça suppose d'affronter des débats qui sont parfois rudes, mais de les affronter sur le terrain politique. Je crois à la liberté d'expression. Je crois au fait que les parlementaires peuvent pouvoir exprimer, notamment dans un hémicycle, même des idées qui me déplaisent. Et je ne suis pas de ceux qui rêvent de censure partout. Mais là, pour le coup, j'ai été obligé de reconnaître que
quelque chose de très grave s'était passé, parce que c'était ce message-là, c'était une série d'autres messages qui portaient explicitement des menaces de mort à mon endroit, et donc j'ai été d'une certaine manière contraint de porter plainte. Et moi je suis heureux, là encore, que le ministre de l'Intérieur ait choisi de saisir la justice pour apologie du terrorisme, après les derniers propos de Rima Hassan, qui déclarent quand même que le Hamas est légitime, donc, que ce groupe terroriste menace aussi notre pays. Est-ce qu'elle travaille pour des intérêts étrangers? Mais la question qui est posée est la suivante. Quand on prend le parti du Hamas, qui menace la France, quand on prend le parti du régime algérien contre Boualem Sansal, un écrivain français, quand on va manifester en Jordanie, dans une manifestation islamiste, aux côtés de gens qui aujourd'hui représentent une menace pour la sécurité de notre propre pays, la question qui se pose à la fin, c'est en réalité, si on veut regarder sérieusement les menaces qui pèsent sur nos démocraties et les risques d'ingérence, la question qui se pose à la fin, en effet, c'est au nom de qui travaillons-nous? Moi, je suis un député français au Parlement européen et je me bats tous les jours pour défendre les Français et pour mener les bras de fer qu'il faut pour leur propre sécurité. Je suis obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a non pas seulement une députée, mais une force politique avec elle qui a choisi, au contraire, semble-t-il, de miser sur l'éclatement de la société française, qui a fait le pari du clientélisme et du communautarisme. Et ce pari, il est dangereux pour la France tout entière. Merci François-Xavier Bellamy, c'était votre grande interview.